Du coup, est-ce que vous, il y a des autrices qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'écrire peut-être, ou qui sont une source d'inspiration maintenant pour écrire, ou vous dites j'aimerais bien réussir à faire des personnages aussi bien que les siens, ou ce genre de choses? Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y, je t'en prie. Ouais, toi aussi. Je suis pas forcément fan de la saga ni de l'autrice, mais on va pas se mentir que Harry Potter, évidemment que ça a bercé un petit peu notre enfance. Je suis pas forcément fan vraiment les personnages tout ça, mais c'est l'univers en fait qu'elle a créé. Et je le trouvais magnifique. C'est ce que moi je préfère faire d'ailleurs dans l'écriture, c'est créer les mondes. Et quand je vois le monde qu'elle a créé, j'ai trouvé ça vraiment. Il y a eu du mal à trouver mieux chez les femmes, on va dire. Enfin, pour moi. Ouais, j'ai envie de dire chez les auteurs en général même, hein, parce que ça a marqué. Ouais. Après, moi, j'ai une grosse période où je n'ai plus lu du tout, donc j'ai plus des références de cette époque-là. Ouais, j'allais dire, alors sans juger tout le tintouin qui est en ce moment autour de la personne, mais c'est vrai qu'elle a quand même inspiré toute une génération, il faut dire ce qui est. Clairement. On a quand même beaucoup à avoir pris la lecture ou à repris la lecture grâce à Harry Potter et son univers. T'inspire quand même, tu te dis, c'est quand même ouf ce qu'elle a créé, De qu'elle pouvoir a inspirer, réuni toute une génération. Et d'ailleurs, là en ce moment, moi je suis en train de lire, de relire plutôt, une fanfiction qui avait été faite sur l'univers d'Harry Potter. C'est celle d'Alix, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une fille qui a fait 4 tomes complets qui font 500 pages chacun, sur la partie entre la fin du 7e tome et le nouveau, là, l'enfant maudit, et qui raconte toute la vie de jeune adulte, des héros. Ça garde l'univers, mais c'est pas J.K. Rowling, du coup, c'était pas mal. Hein. Ah, quand même, comme quoi, on arrive même à s'en imprégner à ce point-là. Hein. Après, moi en autrice, une qui m'a marqué énormément, c'est Robin Hood. Celle qui a fait L'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer. Si vous n'avez pas lu, faut le lire, c'est trop bien. Ok. En plus, il y a beaucoup de tomes, donc c'est trop cool. Ça, c'est bien. Maëlys, je sais pas si toi, t'as d'autres autrices qui t'ont... Non, après, moi j'ai des auteurs. Après, si j'ai beaucoup aimé Jane Austen, mais dans un style complètement différent, mais qui inspire aussi pour ces personnages féminins qui sont généralement très forts. On les aime ou on les aime pas. J'avoue que j'en ai jamais lu. Suzanne Collins aussi qui a fait Manga Camp. Pour pas perdre, je vais aller chercher le livre parce que je me rappelle plus du nom. Pas de soucis. Après, moi, il y en a beaucoup que j'ai lus, en fait, des autrices, mais qui m'ont moins marqué que des auteurs, en général. Alors, je sais pas si s'il y a une raison particulière ou pas. Peut-être. Moi, je lis beaucoup de fantasy, alors pourtant, il y a quand même pas mal d'autrices fantasy. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est roman historique, et là-dedans, c'est vrai que je connais plus d'auteurs hommes. Je pense qu'il y a une petite différence à ce niveau-là aussi. Ouais, c'est vrai que niveau auteur homme, il y en a un que je peux pas me passer, c'est Bernard Werber. Mais en ce moment... Ah, oui. Bernard Werber, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire de toute façon. Mais en ce moment, je lis Le Grand Magasin des Rêves. C'est par une Coréenne qui s'appelle Lee Mi-hye. Je suis amoureuse de cet univers. C'est onirique, on passe dans une ville, dans les rêves. Enfin bref, je suis fan de ça. Et la littérature coréenne, en ce moment, c'est beaucoup ça. Voilà, c'est Piquier, si vous voulez découvrir. C'est trop, trop bien. Et du coup, question un petit peu en lien, il y a des autrices qu'on aime bien, mais est-ce qu'il y a des personnages féminins qu'on aime bien particulièrement dans nos lectures, que ce soit écrit par des femmes ou par des hommes d'ailleurs? Pour vous, c'est quoi les meilleurs personnages féminins? Alors moi, si vous voulez, je peux commencer. Je parlais de Robin Hood avec Les Aventuriers de la Mer. Il y a le personnage d'Althea dans sa saga qui est juste magnifique. Je vais pas forcément en dire beaucoup plus, mais c'est globalement une grande navigatrice, très 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 sympa. Après, moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, c'est dans les romans de Ken Follett. Je sais pas si vous connaissez. Là, on est dans du roman historique. Et je trouve que c'est vraiment l'auteur qui décrit le mieux vraiment des personnages réalistes, et quelles que soient les époques. Alors il a un personnage vraiment à l'époque de la construction des cathédrales et tout, qui est une fille de seigneur qui se retrouve à la rue après que son père ait perdu tout pouvoir, et qui se reconstruit de zéro en devenant marchande de laine, et puis qui apprend à devenir une marchande influente, même si au début personne ne veut acheter à une femme, que en plus une femme qui se marie pas, c'est bizarre, enfin voilà, tout ça. Et donc ce personnage est excellent. Et il y a sa série Le Siècle, qui là se passe entre le début de la Première Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin, et où on suit des femmes d'un peu toute l'Europe, et même aux États-Unis aussi.
et où on en suit notamment deux qui vivent au Pays de Galles. T'as une fille bourgeoise qui a tout pour elle, mais qui décide de se lancer dans le féminisme, et une fille d'ouvrier enfin une fille de mineur même, qui elle essaye de se faire une place et d'accéder un peu aux études, d'essayer de prendre part en politique, voilà, qui essaye elle aussi de se tourner vers le féminisme, mais en partant de très bas. Vraiment, pour moi, c'est le top des personnages. Et un petit dernier, dans un tout autre registre encore, c'est Ella dans Les Enfants de la Terre. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, là c'est une saga à la préhistoire. Et... Oh oui, j'en ai entendu parler de ça. C'est très très bien. Je lisais ça quand j'étais ado, j'adorais. Alors, c'est pour le coup un personnage un peu trop parfait. Clairement, et là, c'est le personnage qui domestique les chevaux, qui découvre le feu, qui fait plein de trucs. Voilà, c'est Superwoman, mais bon, c'est un peu condensé pour expliquer toutes les découvertes qui ont été faites. Hein. Finalement, c'est aussi instructif. Que tu avais, c'est normal qu'elle soit inspirante aussi. Ouais, non, et puis vraiment, le personnage est très très bien écrit au-delà de ça. Bah, moi, mine de rien, une personnage qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune, donc quand je l'ai découvert, c'est Grace dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oh oui. Oh oui, purée. Oh, les souvenirs, ouais. C'est vrai que dans le bouquin est beaucoup plus poussé évidemment que dans les films, comme bien souvent. Et on voit vraiment l'évolution d'une Grace hyper joyeuse et qui fait sa vie avec sa meilleure amie et qui est best life. À l'accident tragique qui lui coûte sa jambe, etc. Et on voit en fait tout le chemin de sa reconstruction, où déjà elle passe d'enfant à ado, et du coup avec tout ce qui passe de base dans la tête d'un jeune ado. Et en plus le drame qui lui est arrivé, parce qu'il faut quand même l'encaisser celui-là quand même aussi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé hyper inspirante. Et je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la fin et qui veulent lire la fin. Lisez la fin. Ouais, lisez la fin, ne regardez pas la fin du film, le preview. Mais c'est vrai que c'est quand même... Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand je l'ai découvert. J'avais plus ou moins le même âge. J'avais le même âge et je faisais de l'équitation. Ouais. Voilà. On est toutes passées par là. Ça aide. On va pas se dire que ça aide. Ouais. Et d'ailleurs, même la mère de Grace, je trouve qu'elle est bien écrite aussi. Hein. Pour le coup, c'est pas un personnage qui me faisait rêver, mais j'aurais pas aimé avoir la même mère non plus. Et... Non, clairement. Je le visualisais très bien. En personnage de femme forte et pas facile à vivre en même temps, elle se pose là. Hein. Et au final, c'est pareil, elle a quand même beaucoup d'évolution pendant l'histoire, quoi. On passe de la mère un peu tape dure qui ne pense qu'à elle, qui est très businesswoman, à finalement une femme au cœur tendre et qui ferait tout pour sa fille, quoi. Oui, puis qui cache les faiblesses derrière cette carapace, en fait. Hein. C'est ça. La question était double, c'était les personnages qu'on adore, mais aussi ceux qu'on déteste. Hein. Et là, j'avoue que je me suis même pas posé la question, est-ce qu'il y a des personnages que je déteste dans l'écriture ? Je sais pas si vous en avez. Oui, vous en avez. Super, sauvez-moi. Beaucoup plus que j'ai testé. Hein. Oui. Moi, je vais avoir un très... On va me voir très mal, mais tant pis. Vas-y. Après, je suis peut-être influencée parce que je me suis refait la série sur la télé aussi, avant la sortie du dernier livre de Hunger Games. Elle est pénible. Je peux pas me supporter Katniss. Elle est pénible. Pourtant, il y a un côté de moi qui l'adore et un côté de moi où je suis là, mais ça va pas être comme ça avec les gens. Je sais pas, moi je veux bien qu'elle soit héroïque, qu'elle porte des choses très dures, il y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, c'est sa relation avec les gens. Les gens, à quelle heure, je sais pas. Ça me viendrait pas à l'esprit, surtout quand on représente quelque chose comme ça, même si elle dit souvent, bref. Voilà. Katniss, c'est ma petite bête noire que j'adore détester. Et elle passe son temps à se plaindre. En plus, du début à la fin. Je veux dire, à tout le monde qui l'encense, elle a des amours possibles. Je veux dire, mais et là, c'est bon quoi. Je vois passer dans le chat Bella de Twilight, oui, mais moi j'ai envie d'ajouter aussi, je sais même plus comment elle s'appelle, mais si Anastasia dans 50 nuances de Grey aussi, voilà. Est-ce qu'on en parle de ce genre de personnage ? Vous croyez l'histoire d'Anastasia ? Ah non, là, là ça va. On touche pas à elle. Mais oui, sinon, dans 50 nuances de Grey, j'irai même plus loin, c'est même pas que je la trouve pathétique, des moments...
Alors moi, j'aime juste lire les critiques d'Audio Connard, si vous connaissez, sur Twilight et sur 50 nuances degrés. Il reprend tous les romans et il fait une analyse très drôle du truc. C'est un bonheur. Audio Connard, intéressant. Mais en fait, moi, je me rends compte que les personnages que j'aime pas, tu vois, bah en fait, souvent, j'arrête les livres, en fait. Donc, Ah non, mais le truc, c'est qu'après, j'adore l'histoire. Et on adore les détester, en fait. Ils sont relous, mais on les aime. C'est ça, mais puis en plus, on va pas se mentir. L'intrigue, elle est bien. Je veux dire, il y a un fond qui est quand même très intéressant. Alors, elle, on l'écoute parler, on suit son aventure, mais du coup, c'est d'elle que tout découle. Donc, bon, on fait abstraction ou alors on râle. Nous aussi, on râle. Bah en fait, ça dépend parce que quand ça commence, tu vois, avec une histoire qui te prend et tout, oui, là, je peux encaisser le personnage chiant derrière. Mais si ça commence avec des scènes avec ce personnage-là, souvent, je vais plutôt refermer le livre et passer à autre chose, en fait. J'ai pas envie de m'infliger ça alors que ça commence mal, tu vois. Et excuse-moi, Maïs, je crois que je t'ai coupé. Tu allais dire quelque chose. Non, mais je disais la chose. Moi, quand j'ai vu la question, quand tu nous as envoyé, personnage que vous n'aimez pas, Katniss. J'adore Hunger Games, vraiment. Pareil. C'est insupportable. Dans la série, on a Triss dans Divergente. Dans la série insupportable. Eh ben, moi, je sais pas, j'aime bien. Dans le tome 1, elle est quand même relativement... ça s'améliore au fur et à mesure des ça bouquins. s'améliore. C'est vrai que dans le tome 1, tu as raison. Dans le tome 1, elle est quand même particulièrement relou. C'est pas en plus la même chose, c'est pas le même énervement, je trouve, entre Non. C'est vraiment l'autre, et puis t'as Triss qui est. Oh, mais de ça. Oh, je sais même pas comment l'exprimer. C'est l'air que je l'imagine dans ma tête qui prend le dessus. Pardon. Et pourtant, c'est vraiment une saga que j'adore. Hein. Pareil. Et j'adore Jennifer Lawrence quand même, hein. Mais elle la joue un peu trop bien. Elle joue bien le personnage mauvais. Oui, chiant. Clairement. C'est comme un personnage qu'on adore détester, il y a Dolores Sombrage. Ah, bah alors ça pour moi, tu vois, oui, je la déteste, mais pour moi c'est un bon personnage, tu vois, c'est... Oui, on adore la détester. Oui, c'est vrai. Tout à fait. On l'aime pas, mais on est content de pas l'aimer. Oui, voilà. Si elle serait pas là, ce serait pas la même saveur. Voilà, on sait qu'elle est détestable, elle fait rien pour être aimée, elle joue son rôle. Sachant qu'un bon méchant c'est indispensable, oui, il en faut aussi. Oui, mais dans les méchants, on a Bellatrix Lestrange dans le même univers, qu'on aime généralement. Oui. Alors ça dépend des tomes. Ça dépend des tomes. On ne tue pas sérieusement. Ça, c'est impardonnable. On aurait pu éviter cette mort, je pense qu'on est tous d'accord. La question suivante, c'était est-ce qu'il y a des clichés sur les femmes dans la fiction qui vous énervent? Alors, vu qu'on était déjà un peu remonté, là, c'est bon, c'est le moment où on peut se lâcher. Moi, j'en ai deux en tête. Bella dans Twilight, quoi. Ouais, c'est... Cliché féminin, Bella dans Twilight, ça m'insupporte. La fille, elle peut vivre que par son amour, elle ne vit que pour son mec. Elle est prête à tout abandonner juste parce que lui-même lui a fait des beaux yeux. Hormis le fait qu'il veut la bouffer. Le cliché de la nana qui peut pas vivre sans son gars et qui ne vit que pour lui. Insupportable. C'est pareil, ça m'insupporte. Je supporte pas quand elle n'existe pas par elle-même, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, y a rien, t'apportes rien à l'histoire si c'est pas pour parler de ton mec. Enfin, je veux dire, il y a ça. Après, moi, il y a autre chose aussi qui m'insupporte dans les clichés féminins. C'est, il y a eu beaucoup le phénomène dark romance qui s'est passé avec tous les relations qui existent entre les protagonistes. Et je pense que je n'accrocherai jamais une dark romance à cause de ça, parce que autant les histoires peuvent être géniales, l'histoire de fond peut m'intriguer, me dire waouh, purée, qu'est-ce qui va se passer, nanana. Et syndrome de Stockholm, ça va 5 minutes, quoi. Ah, tu me kidnappes, mais je te pardonne parce que t'as des fêlures. Ah non, je peux plus. Comme ça. Ah, celui-là, c'est pas possible non plus. Moi, il y en a deux autres qui m'énervent. Alors déjà, la femme violée qui devient forte grâce à cette mauvaise expérience. Celui-ci, je trouve qu'on le voit trop aussi. Et zut, en fait, non, ça marche pas forcément comme ça, en fait. C'est clair. Voilà. Et puis en plus léger, mais qui me saoule aussi, et pourtant c'est un défaut qu'ont beaucoup de personnages dans des sagas que j'aime bien, c'est l'héroïne qui est super cool, mais qui a comme défaut le fait d'être hyper maladroite. Et celui-ci, pareil, j'en ai marre. Voilà, je pense à la passe miroir, comme tout le monde, je pense, mais... Oui. C'est trop facile. Voilà, j'ai envie d'avoir un personnage qui est trop bien, du coup, il faut lui rajouter un défaut. Elle est maladroite. Voilà. Dans les clichés qui m'agacent, c'est le cliché de la pop-up girl. La blonde parfaite, machin. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes belles, elles sont toutes intelligentes. Pop-up girl.
Mais après, j'ai le même problème avec le quarterback du lycée. Hein. C'est pas c'est pas sexiste, c'est... les meufs parfaites, enfin, qui parfaites. Non, mais tu comprends, je suis comme ça parce que mes parents s'occupent pas de moi en fait. Alors du coup, oh là là. Ouais, quand c'est des sauces ressorties comme ça, c'est bon. C'est bon. On a envie de nouveautés. Bah, le problème, c'est que c'est surtout des personnages qu'on voit beaucoup trop, en fait. Hein. Il y en a rien de temps en temps. Ça serait pas forcément gênant. Dans tous les styles, en plus, c'est Bon, un peu lourd. Bella, même une seule, ça va pas. Mais Ouais, non, mais là, il n'y a pas que le personnage qui va pas. non, c'est toute l'histoire qui va pas. Je suis d'accord. Pourtant, je les ai lus, hein. Je les ai aimés quand j'étais ado, hein. Et quand tu les relis en tant qu'adulte, tu te dis, il y a 2-3 trucs qui vont pas, en fait. Alors, moi, je les ai lus parce que je me suis dit, je peux pas critiquer sans avoir lu, si ça se trouve, voilà, je me fais une fausse idée et tout. Bah, en fait, si, hein, si, ça... J'avais vu le premier, et quand j'ai vu le premier, je me suis mis à lire. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais là, ouais, mais les livres ils sont mieux, mais en fait, tu les relis adulte, non, c'était pas mieux. C'était équivalent. Avec plus de détails, mais équivalent. Ah, franchement, c'était, ouais. La question suivante que j'avais, c'est oui, la réécriture féministe des contes et des classiques. Je sais pas si ça vous en avez lu, si vous avez un avis sur la question. Visiblement non pour Oya. Alors, j'ai lu et je suis pas fan du tout. Ok. Pourquoi? J'ai un avis tranché là-dessus. C'est qu'en fait, les gens qui écrivaient ces contes avant, certes aujourd'hui quand on les lit, il y a des trucs qui sont problématiques, qu'on peut relever et tout ça. Mais les réécrire, je trouve que c'est contre-productif. Parce que pour moi, il faut garder ces anciens écrits et pouvoir se dire, voilà, c'était comme ça, c'est ce qu'on veut plus. Quand on est petit, on ne voit pas les choses comme pareil que quand on est grand. Donc, ils peuvent nous faire rêver. Mais quand on grandit, c'est là qu'on peut aussi expliquer, voilà, là, tu vois, nanana. Mais réécrire totalement de contes, c'est bête, mais je vais faire un comparatif avec un film. Enfin, je suis allée voir Blanche-Neige, non, quoi. Enfin, n'importe quoi. Enfin, on enlève l'histoire, justement, au lieu de pointer ce qui ne va pas. On en a fait un truc des bisounours, et pour moi, ça va pas du tout. Enfin, j'aime pas quand on réécrit un classique pour ça, justement. Ah, moi, je pensais à Dix Petits Nègres, tu vois, dans le même... Enfin, d'ailleurs, je sais même si ils étaient 10 maintenant. Bah, pareil, tu vois... La réécriture. J'ai pas lu la réécriture non plus, mais sur le principe, je me dis, bah, c'est dommage, parce que c'est... Ouais, pareil, ça mériterait plus une analyse du texte, ou éventuellement un petit mot en préambule, et... Tout à fait, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec l'idée du... Pour moi, réécrire juste parce que il faut être féministe pour être féministe. Je suis pas forcément pour, c'est comme tout ce qui se passe. Bah, on parle de Blanche-Neige, mais moi, dans les réadaptations qu'ils ont fait il y a pas si longtemps que ça, en Disney aussi, c'est Mulan. Ouais. Je l'ai même pas vu parce qu'il n'y avait pas Mouchou. Déjà, il n'y a pas Mouchou, déjà, c'est mieux. Mais à la base, le fond de Mulan, c'est quand même une jeune femme qui veut se battre et qui prouve que n'importe qui peut se donner les moyens pour sauver l'honneur de sa famille et se donner de son père. À la base, c'est juste une femme lambda qui se bat pour sauver l'honneur. Donc ça peut être féministe en mode je me bats, j'ai les mêmes droits que les hommes, etc. Ils ont voulu le refaire en mode plus féministe. Et spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, Mulan elle arrive à faire tout ça juste parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Mais c'est le chi, tout ce que tu veux. En fait, elle a des pouvoirs qui font qu'elle arrive à faire tout ça. Donc en fait, il n'y a même plus le côté féministe de je me bats. Ouais, c'est ça. Mais c'est nul. Et pourtant, ça a été fait en mode non, mais c'est féministe, elle peut faire ce qu'elle veut. Bah non, en fait, c'était beaucoup plus féministe la première version. En fait. Bah, carrément, en fait. Et pour moi, faire un truc pour être féministe, c'est encore plus pointer du doigt le fait que ça l'était pas à la base, et que du coup, bah, on n'en vaut pas la peine. Bah, c'est clair. On le réécrire pour refaire quelque chose. Bah non, en fait. Ah ouais, là, je trouve ça très dommage. Là, bon, du coup, ça me donne encore moins envie de le regarder. Ouais, pareil. Alors, par contre, tout ce qui est non, vas-y, excuse-moi. Tout ce qui est réadaptation comme ça, féministe pour être féministe, je suis pas pour. Pareil. Alors, dans l'ensemble, je suis pas forcément hyper fan. Par contre, j'avais vu une interview d'une fille qui en écrivait et qui avait mis le doigt sur un truc que j'avais trouvé rigolo. C'est que y a plein de titres de vieux contes. Quand tu les passes au féminin, en fait, ça ne marche plus du tout. Par exemple, elle avait fait la réécriture des 3 petits cochons. Oui. Voilà. Et en fait, qu'il y a plein de contes, juste quand tu les mettais au féminin, ça donnait... Enfin, tu vois, sans vouloir forcément les diffuser, mais juste en les réécrivant pour elle trouvait que d'un coup, ouais, tu te rends compte que si tu passes les personnages des contes
en les mettant au féminin, tu passes de personnages qui sont super classe et tout ça à des personnages qui sont vraiment des personnages très négatifs en fait. Et je trouve que autant tu vois c'est pas quelque chose que j'aurais envie de d'écrire pour le publier, autant je trouve que ça peut être rigolo des fois, tu sais, de se faire un petit exercice d'écriture sur ce genre de choses parce que bah tiens, tu peux réaliser des petits trucs intéressants en fait. Pour soi, je vois et tout, mais et les republier, je trouve ça. Enfin, après, voilà, après, moi j'ai un peu Ouais, non. la réécriture de quelque chose, d'un monde existant et de. C'est vraiment mon avis personnel. C'est comme vouloir essayer de faire mieux, en fait. Sauf qu'on ne demande pas à faire mieux, puisqu'on sait très bien que de base, c'était super cool quand c'est sorti et qu'aujourd'hui, on a un autre regard. Mais essayer de faire mieux parce que la société, elle a changé, je trouve que c'est un peu. Voilà. Ouais, pour moi, c'est pas la bonne approche non plus. Mais tu vois, en fait, c'est un truc que moi, j'aimerais bien voir, pas publié, mais par contre, peut-être en exercice d'écriture à l'école ou un truc comme ça, pour prendre conscience justement des biais qu'on peut avoir et ce genre de choses. Ça, c'est vrai que ce serait une très bonne idée, ça. J'avais une dernière question sur la partie de nos influences, c'était le Bechdel test. Déjà, est-ce que ça vous parle? Alors, je me suis renseignée quand j'ai reçu les questions, mais je ne me rappelle pas. En gros, le Bechdel test, c'est se poser la question dans une fiction. Alors, il me semble qu'à la base, c'était pour les films. Est-ce que dans le film, il y a plusieurs personnages féminins? Alors, je crois que c'est au moins 2. Est-ce qu'ils parlent entre eux? Et est-ce qu'ils parlent d'autre chose que d'un homme? Voilà. Oui, ça y est, je me rappelle. Ouais. Et alors, quand on regarde ça, on se rend compte que par exemple pour les films, quand c'est des scénaristes hommes qui écrivent le truc, t'as plus de la moitié des films qui ne passent pas le test. Quand c'est des scénaristes où dans l'équipe il y a au moins une femme, tu passes à genre 35%, je crois. Et quand il y a que des femmes au scénario, bah tu passes à 0% de films qui ne le passent pas. Voilà. Ça et tiens. Voilà. Et du coup. Absolument pas. Et alors du coup, maintenant qu'on voit ce que c'est ce test, est-ce que ça vous semble pertinent de se poser la question en tant qu'auteur quand on écrit est-ce que vous pensez que vos livres passent le Bechdel test? Large. Clairement, large. Les miens passent. Après, je pense que ça dépend du genre que tu écris. Genre, ça me paraît tout à fait logique, tu vois, que pour une romance, on le passe pas. Ma seule saga qui le passe pas, c'est une romance fantasy, effectivement. Mais après, j'ai peu de personnages dedans aussi. Bah, et puis, en fait, t'as des exceptions aussi, hein, parce que par exemple, t'as des films avec très très peu de personnages, ou des livres avec très très peu de personnages. Bon, forcément, des fois, c'est plus difficile de passer le test. Je crois que c'est Gravity, par exemple, en film qui le passe pas. Oui. Bon, c'est logique après. Il ne peut pas le passer. Pour moi, tu vois, je trouve que c'est pas forcément grave, en fait, si tous les romans le passent pas, mais je pense que si on a vraiment que des romans qui le passent pas, faut peut-être se poser des questions aussi sur est-ce qu'on n'a pas loupé un truc en fait. Là, moi j'en ai peut-être un qui le passe pas parce que c'est un huis clos et c'est une romance MM, donc évidemment voilà. Mais sinon les autres, il me semble que oui, mais après j'aime beaucoup les dialogues moi, donc ça aide. Il y a tout le monde qui parle. Ça parle à tout le monde, j'avoue. Mais ouais. Non, sinon en général, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je lisais beaucoup de Werber et en fait, non, il passe pas. Hein. Et Werber, je pense que ça dépend lesquels. Si, la troisième humanité, il passe, c'est sûr. Dans les fourmis, je pense que ça passe. Enfin, attends, le tome 3 de la Révolution des fourmis, je pense que ça passe. Parce que t'as les filles du groupe de musique qui discutent entre elles par moment et qui discutent vraiment juste de la révolution, ce genre de choses. Donc celui-là, il passe. Le père de nos pères aussi, je pense que ça passe. Le papillon des étoiles, je pense que ça doit passer aussi. Je l'ai pas lu. Ouais. Ah c'est pas le meilleur, mais c'est pas mal. Les Thanatonautes, je pense qu'il passe aussi. Oui, sûr. Sûr. Ah, celui-là, j'ai saigné, mais oui, sûr. Mon premier Werber. Le miroir de Cassandre, je sais pas. Je suis pas sûre. Enfin, bref, on va faire que lui, on va le juger. Analyse de Bernard Werber. Appelez-moi. Écoute, je note ça pour un prochain thème. Moi, j'ai recueilli les préjugés de Jane Austen. Ouais. Clairement, il passe pas. Il passe pas parce que le but, c'est quand même de marier ses filles. Hein. C'est quand même le seul et unique but du bouquin. Et ça passe pas. Et pourtant... Ah non, c'est fou, ça. Il parle que d'hommes, c'est fou, non? Oui. Et lui. Et pourtant, si on regarde dans les profondeurs, je le trouve quand même profondément féministe, parce qu'on a quand même le personnage principal, Elisabeth,
qui cherche tout pour s'émanciper et du coup ne pas être attachée à un homme, etc. et qui finit par tomber et réellement amoureuse parce qu'elle est amoureuse et pas parce qu'elle est obligée de se marier. Donc comme quoi on peut quand même être féministe, avoir un fond féministe et ne pas du tout passer ce test. C'est vrai, bien vu.